Un millionnaire a chassé sa femme de chez lui après avoir découvert qu'elle était infertile. 7 ans plus tard, il la revoit à l'aéroport avec un petit garçon qui lui ressemble. Traitement. Il manque de s'effondrer. Marc Delacroix avait tout ce que l'on pouvait désirer dans la vie. Richesse, prestige, respect. À la tête d'un empire technologique bâti à la force de son génie et de son ambition, il vivait dans un somptueux hôtel particulier à Neuilly-sur-Seine, à l'ouest de Paris. Le verre fumé de ses bureaux surplombait la scène, comme un trône d'où il régnait sur un monde qu'il avait conquis. Il portait des costumes taillés sur mesure, dînait dans les restaurants les plus raffinés de la capitale et ne se déplaçait jamais sans chauffeur. Pourtant, derrière cette façade de puissance et de contrôle, une ombre grandissait depuis des années, insidieuse et silencieuse, rongeant chaque coin de son existence. Camille était son contraire en tout. Douce, discrète, elle enseignait la littérature française dans un lycée public du 17e arrondissement. Elle ne portait jamais de bijoux, sauf une fine alliance d'or qu'elle regardait parfois perdue dans ses pensées. Elle aimait les livres plus que les mondanités, les promenades dans les marchés de quartier plus que les soirées de gala. Ils s'étaient rencontrés à l'université, lui brillante en informatique, elle passionnée par Victor Hugo. Leur histoire avait défié les probabilités et les attentes, l'ambitieux et la rêveuse. Et pendant un temps, ils avaient été heureux, follement. Mais ce bonheur avait commencé à s'effriter là où il faisait le plus mal. Après des années de tentatives, de traitements, d'espoirs montés et effondrés, la vérité leur fut livrée comme un couperet. Camille ne pourrait pas avoir d'enfant. Le diagnostic fut prononcé dans une salle d'attente d'un centre de fertilité de la rue Saint-Honoré, sous la lumière crue d'un néon fatigué. Elle avait serré la main de Marc, les yeux pleins de larmes qu'elle refusait de laisser couler. Lui, il était resté figé, comme si les mots du médecin n'avaient pas franchi le mur de son orgueil. Ce fut le début d'un silence étouffant. Marc, qui rêvait depuis l'adolescence de bâtir un nom qui survivrait au temps, vit s'évanouir l'image d'un héritier qui porterait son sang, son nom, son génie. La maison, autrefois pleine de musique, de rires, de conversations nocturnes, devint une prison dorée où les pas résonnaient avec une distance nouvelle. Camille tentait de préserver le lien, parlait encore de voyage, d'adoption, de vie, partagée malgré tout. Mais Marc s'éloignait. Jour après jour, il s'enfermait dans son bureau, dans ses chiffres, ses stratégies, ses réunions interminables, comme si le travail pouvait combler le vide que ni l'amour ni la tendresse ne semblaient suffire à combler. Dans les dîners de famille, les remarques devenaient insidieuses. La mère de Marc, une femme sévère à l'élégance tranchante, laissait entendre que Camille avait volé à son fils la possibilité d'une vraie descendance. Le père, discret mais conservateur, lui adressait des regards de plus en plus pleins de reproches muets. Marc ne disait rien. Il ne la défendait plus. Il ne la regardait même plus. Camille, malgré sa douleur, gardait la tête haute. Elle espérait encore quelque part en elle que l'homme qu'elle avait aimé si fort finirait par revenir. Mais ce n'était pas un simple éloignement. C'était une déchirure. Une obsession muette et corrosive s'était emparée de Marc. Celle de ne pas laisser son histoire s'éteindre avec lui. Il se surprenait à imaginer des enfants portant son nom, à dessiner mentalement leur avenir, à voir leur visage dans des rêves dont il se réveillait en sueur. Il observait les familles dans les parcs, les jeunes pères dans les cafés, et une colère sourde montait en lui. Une colère injuste, irréfléchie, mais irrésistible. Il commença à consulter des avocats en secret, à envisager des options qu'il n'aurait jamais cru possibles. Il se disait que Camille serait mieux sans lui, qu'il n'avait plus rien à lui offrir, qu'elle méritait quelqu'un qui l'aimerait sans condition. Mais la vérité, il la connaissait au fond de lui. Il cherchait une échappatoire à sa propre faiblesse, à sa peur de ne pas laisser de traces. Et un matin, dans le bureau feutré d'un cabinet d'avocats du 16e arrondissement, il signa les premiers papiers. Le processus était lancé. Il allait tout perdre, ou du moins c'est ce qu'il croyait. Le ciel de Neuilly-sur-Seine semblait pleurer ce matin-là. Une pluie fine tombait sur les vitres immaculées de la demeure de la Croix, dessinant des traînées grises sur les carreaux. L'air était saturé de silence, un silence si lourd qu'il semblait hurler ce que Marc n'avait pas le courage de dire à haute voix depuis des mois. Camille, debout dans l'entrée, portait un manteau beige noué à la taille. Ses cheveux, légèrement humides, collaient à son front. Elle ne tremblait pas.
Elle ne criait pas. Elle ne posait aucune question. Marc, assis dans le fauteuil, du salon les mains jointes, regardait le sol. Devant lui, un sac de voyage attendait. À ses pieds, une enveloppe blanche qu'il ne prendrait jamais la peine d'ouvrir. Elle l'avait laissé là, sans un mot, après qu'il lui eut prononcé la sentence. D'une voix calme, presque détachée, il lui avait dit qu'il voulait divorcer. Il n'avait pas évoqué l'amour disparu, ni le vide, ni même son obsession, du sang et du non. Il avait simplement dit que leur histoire était arrivée à son terme. Camille n'avait pas pleuré. Elle avait écouté, puis s'était levée. Elle avait demandé si elle devait partir immédiatement. Il avait acquiescé. C'était tout. Elle n'avait rien emporté, sauf quelques vêtements, quelques livres, et ce sac trop léger pour une femme qui quittait toute une vie. Elle n'avait pas réclamé la maison, ni les meubles, ni même la voiture qu'il lui avait offerte 2 ans plus tôt. Elle avait pris un taxi, sous la pluie, sans se retourner. Dans la voiture, elle avait regardé son alliance, la seule chose qu'elle n'avait pas ôtée. Le chauffeur, discret, avait compris qu'il valait mieux ne pas poser de questions. À travers les vitres embuées, elle observait la ville. Cette ville qui avait été le théâtre de son bonheur et de sa chute. Elle se sentait invisible, comme un fantôme glissant parmi les vivants. Elle pensait à Marc, à ce garçon brillant, qu'elle avait rencontré sur les bancs de l'université, à leur rire dans ce minuscule appartement du quartier latin, aux nuits passées à rêver d'un futur à 2. Et maintenant, ce futur s'était effondré sans bruit. Marc, lui, était resté dans le salon, immobile. Il n'avait pas eu la force de la raccompagner jusqu'à la porte. Il n'avait pas croisé son regard une dernière fois. Dans un coin du parquet, il avait aperçu une trace humide laissée par ses chaussures, une empreinte, fugace, comme elle. Il était monté dans son bureau, avait refermé la porte derrière lui et s'était assis face à l'écran de son ordinateur, comme s'il pouvait se perdre dans les chiffres, les courbes, les graphiques. Mais les lignes se brouillaient. Il ne voyait plus rien. Il entendait seulement l'écho du vide. Pendant des jours, il ne parla à personne. Il expliqua à ses collaborateurs que Camille avait choisi de partir. Il ne donna pas de détails et personne n'osa en demander. Sa mère, en apprenant la nouvelle, se contenta de dire que les choses rentraient enfin dans l'ordre. Marc n'eut pas la force de répondre. Il évitait désormais les pièces où Camille aimait passer ses soirées. Le fauteuil où elle lisait restait vide. Sa tasse préférée, toujours sur l'étagère, n'avait pas été déplacée. L'absence s'était installée dans la maison comme un parfum persistant. Un soir, en ouvrant un tiroir, il tomba sur un carnet où elle avait l'habitude d'écrire. Des poèmes, des pensées, des listes de livres à lire. Il referma le tiroir sans toucher au carnet. Il n'était pas prêt. Il croyait pouvoir tourner la page. Mais quelque chose en lui savait déjà qu'il avait commis une erreur irréversible. Il ne voulait pas admettre qu'il avait choisi la peur plutôt que l'amour, qu'il avait cédé à une pression sourde et ancienne, celle de la lignée, de l'héritage, des apparences. Il ne lut jamais la lettre. Elle resta là sur la table de nuit, mois après mois, jaunissant lentement sous la lumière des matins parisiens. Une lettre écrite avec douceur, peut-être, ou avec colère. Il ne le saurait jamais. Il choisit de ne pas savoir, comme s'il espérait que l'ignorance le protégerait de la douleur. Mais la douleur, elle, ne se laissait pas ignorer. Elle s'installa en lui avec la patience d'une marée montante, recouvrant tout sur son passage. Et ainsi, la maison se vida. Les rires s'éteignirent. Le parfum de Camille disparut des draps. La musique qu'elle écoutait n'osa plus, résonnait entre les murs. Il restait Marc, seul face à ses choix, dans une forteresse de silence et de regrets naissants. Les années passèrent comme un fleuve lent et sans éclat. 7 années entières, marquées par les saisons répétitives, les visages éphémères et le bruit des réussites professionnelles qui, paradoxalement, ne faisaient que souligner l'absence de ce qui comptait réellement. Marc Delacroix, le patron visionnaire, continua à bâtir son empire avec la même détermination froide. Les journaux saluaient ses innovations, ses prises de risques brillantes, son ascension constante dans les classements des hommes d'affaires les plus influents d'Europe. Mais derrière les articles flatteurs, la solitude s'était fait trône dans sa vie privée. Il s'était entouré de nouveaux objets, de nouvelles technologies, de décorations impersonnelles dans une maison devenue musée. La demeure de Neuilly-sur-Seine était plus silencieuse que jamais, traversée parfois par le bruissement des volets mécaniques ou le cliquetis discret des pas de la gouvernante, qui ne restait jamais plus que le temps nécessaire.
Les fêtes, les réceptions, les dîners mondains avaient cessé progressivement. Marc, bien qu'encore invité à tout ce que la haute société organisait, trouvait toujours une excuse pour décliner. Les femmes étaient venues, parfois. Des rencontres furtives, des silhouettes élégantes croisées lors de galas ou de conférences, mais jamais rien ne durait. Il fuyait toute intimité véritable, incapable de se livrer, de se confier. Une barrière invisible, faite de culpabilité et de souvenirs, séparait son cœur de celui des autres. Il n'avait jamais parlé de Camille, ni à ses partenaires d'affaires, ni à ses rares amis. Son nom n'était plus prononcé, comme s'il appartenait à un passé interdit, un souvenir trop brûlant pour être exposé. Pourtant, elle revenait, par fragments. Une chanson, un parfum dans la rue, un livre aperçu dans la vitrine d'une librairie. Ces détails anodins le prenaient par surprise, lui coupèrent le souffle, lui serrèrent la gorge. Il se surprenait, parfois à rêver d'elle, à revivre leurs promenades sur les quais de Seine, les petits déjeuners paresseux du dimanche matin, les nuits d'été dans leur première maison de vacances en Provence. Et à chaque réveil, le goût amer de la perte revenait plus fort. Marc ne s'était jamais remarié. Il n'en ressentait pas le besoin, ni même l'envie. Il se disait qu'il était devenu un homme trop difficile à aimer, trop enfermé dans ses remords, trop attaché à l'image de ce qu'il avait détruit. Il avait tout pour être heureux. Fortune, liberté, influence. Mais chaque soir, lorsqu'il montait l'escalier de marbre vers sa chambre, le silence l'accueillait comme un juge impitoyable. La lettre de Camille, elle, était restée là, intacte, protégée dans un tiroir qu'il n'ouvrait presque jamais. Parfois, ses doigts s'en approchaient, hésitants. Mais il reculait toujours. Il redoutait ce qu'il pourrait lire. Il craignait de découvrir une vérité qui briserait le fragile équilibre qu'il avait construit sur le sable du déni. La lettre était devenue un symbole, une frontière entre ce qu'il avait été et ce qu'il n'avait jamais eu le courage d'affronter. Ses parents étaient morts l'un après l'autre, à 2 ans d'intervalle, des enterrements froids, impersonnels, sans larmes ni chaleur. Il avait hérité de leurs biens, mais rien de cela ne l'avait réconforté. En rangeant les papiers de sa mère, il était tombé sur des lettres anciennes où elle évoquait Camille avec dureté, mépris. Il les avait déchirées sans les lire en entier. Il ne voulait plus entendre ces voix-là. Elles avaient dicté sa peur, elles avaient pesé dans sa décision de tout détruire. Aujourd'hui, il refusait de leur accorder plus de pouvoir. Marc passait ses week-ends à lire, parfois à marcher seul dans le bois de Boulogne, d'autres fois à contempler la ville depuis les hauteurs de Montmartre. Il observait les familles, les enfants, les couples. Une mélancolie douce s'installait alors, non plus comme une douleur vive, mais comme une absence résignée. Il pensait parfois qu'il n'aurait pas de descendance, que son nom mourrait avec lui. Et cette idée, loin de l'effrayer comme avant, le plongeait dans une acceptation amère. Un soir d'hiver, alors qu'il rentrait d'un congrès à Genève, Marc trouva dans son salon un livre qu'il ne se souvenait pas avoir vu depuis longtemps. C'était un recueil de poèmes que Camille adorait. Il l'ouvrit au hasard, lut quelques vers, et pour la première fois en 7 ans, il sentit les larmes monter. Pas de colère, pas de rage, seulement un chagrin ancien, longtemps refoulé, qui remontait lentement à la surface. Et ce fut peut-être ce soir-là, sans qu'il le sache encore, que quelque chose changea. Une fissure dans l'armure, une faille dans le mur. Une ouverture minuscule, par où l'inattendu pourrait un jour se glisser. Le hall de l'aéroport Charles de Gaulle bourdonnait d'activité en cette fin d'après-midi. Des valises roulaient sur le sol de marbre. Des annonces retentissaient en plusieurs langues. Des familles s'embrassaient. Des hommes d'affaires marchaient d'un pas pressé. Marc Delacroix, costume impeccablement ajusté, attendait son vol pour Lyon. Il avait une série de réunions prévues avec des partenaires stratégiques, mais son esprit était ailleurs, engourdi par la routine et le poids invisible de ce qu'il n'osait plus nommer. Il marchait lentement le long des boutiques du terminal, une tasse de café à la main, distrait par les visages, les voix, les lumières. Soudain, il entendit une voix douce, calme, familière. Une voix qu'il n'avait pas entendue depuis 7 ans, mais qui résonna immédiatement dans chaque fibre de son être. Il se figea, tourna lentement la tête, et là, à quelques mètres de lui, il la vit. Camille. Elle portait un manteau bleu foncé et parlait à un enfant qui lui tenait la main. Le garçon, d'environ 6 ans, sautillait à côté d'elle, les yeux brillants, les cheveux légèrement
en bataille. Elle s'agenouilla pour remettre en place son écharpe, puis se redressa et jeta un regard en direction de Marc. Leurs yeux se croisèrent. Le temps sembla se suspendre. Il sentit son cœur s'arrêter. Camille n'avait presque pas changé. Un peu plus fine peut-être, les traits marqués par les années, mais toujours cette lumière dans le regard, cette grâce discrète qui l'avait tant bouleversé jadis. Elle resta immobile un instant, puis baissa les yeux. Le garçon tira sur sa main. « Maman, c'est qui le monsieur qui te regarde comme ça ?» Marc sentit son souffle se couper. « Maman ». Ce mot le frappa avec la violence d'une révélation. Il détailla l'enfant. Les yeux clairs, la courbe du nez, le menton affirmé, quelque chose dans ses traits lui rappelait quelqu'un qu'il connaissait très bien, lui-même. Ce fut comme un miroir du passé, une réminiscence troublante de son propre visage d'enfant. Il fit un pas en avant mais s'arrêta. Camille s'était penchée vers le garçon et lui avait murmuré quelque chose. Le petit hocha la tête. Elle leva les yeux vers Marc une dernière fois, un regard indéchiffrable, entre tristesse et calme, puis se détourna. Ils marchèrent tous deux vers le portique d'embarquement, main dans la main, sans se retourner. Marc resta là figé au milieu du hall, la tasse de café tremblant dans sa main. Les gens passaient autour de lui, l'ignorant. Une voix annonçait un embarquement. Il n'écoutait plus. Il ne voyait plus rien. Il n'entendait plus que cette petite voix. « C'est qui le monsieur qui te regarde comme ça ?» Une question innocente mais qui ouvrait un abîme, la possibilité, l'impossible devenu soudain tangible. Camille avec un enfant, un garçon de 6 ans. Le calcul était immédiat. Le cœur de Marc battait à tout rompre. Une date, un souvenir, une lettre jamais lue, tout se mélangeait. Et la panique montait, le regret, l'espoir, la peur. Il courut presque jusqu'à la baie vitrée, tentant de les revoir, de les repérer dans la foule, mais ils avaient déjà disparu. Le vol pour Bordeaux était annoncé sur l'un des écrans. Bordeaux. Ce nom s'inscrivit dans son esprit comme une clé. Il ne savait pas pourquoi elle y allait, ni si elle y vivait, ni qui était réellement ce garçon. Mais une chose était certaine, ce n'était pas un hasard. Le vol pour Lyon était déjà en phase d'embarquement. Il regarda son billet, puis le déchira lentement. Il n'irait pas à Lyon, pas maintenant. Il avait quelque chose à comprendre, quelque chose qu'il aurait dû chercher depuis longtemps. Quelque chose qui venait, brutalement, de le réveiller d'un sommeil de 7 ans. Et dans son regard perdu, alors qu'il se dirigeait vers la sortie, on pouvait lire autre chose que de la surprise. C'était de la crainte, oui. Mais aussi une étincelle qu'on n'avait plus vue depuis longtemps, l'urgence de savoir. Le brouhaha de l'aéroport semblait s'être évaporé. Même après plusieurs minutes, Marc restait debout, tourné vers le portique d'embarquement, les mains toujours crispées contre les poches de son manteau. Le visage de Camille et celui du garçon hantaient à son esprit avec une clarté douloureuse. Il aurait voulu crier son nom, courir à sa rencontre, exiger une explication. Mais il n'avait pas bougé. Il n'en avait pas eu le droit. Pas après tout ce qu'il avait fait. Et surtout pas après tout ce qu'il avait abandonné. Il s'assit sur un banc métallique près de la porte de sécurité, le regard vide. Son esprit tournait à toute vitesse. 6 ans. L'âge approximatif de l'enfant. Cela concordait parfaitement avec les mois qui avaient suivi leur séparation. Mais il n'avait jamais su. Elle n'avait jamais dit. Une partie de lui se demandait si elle avait voulu lui cacher cette naissance ou s'il avait simplement été trop aveugle, trop enfermé dans sa douleur pour percevoir les signes. Camille n'avait pas cherché à fuir. Elle ne s'était pas précipitée pour se cacher. Elle l'avait vu. Elle l'avait reconnu. Elle avait croisé son regard. Et pourtant, pas un mot, pas un geste. Juste ce regard si dense, si calme, chargé d'émotions enfouies. Puis, elle avait tourné les talons, comme si leur histoire n'avait jamais existé, comme s'ils n'avaient jamais été là. Le garçon, lui, avait été curieux, innocent. Il n'avait fait que poser une question simple, comme seuls les enfants savent le faire. Mais cette question avait transpercé Marc comme une lame. « C'est qui le monsieur qui te regarde comme ça ?» Il entendait encore cette phrase comme une boucle interminable, incapable de s'en détacher. Pendant quelques secondes, il avait espéré que Camille reviendrait sur ses pas, qu'elle changerait d'avis, qu'elle lui parlerait, qu'elle dirait quelque chose, n'importe quoi. Mais elle ne s'était pas retournée. Elle avait continué dignement, sereinement,
et le garçon trottinait à ses côtés, inconscient du tumulte que sa seule existence venait de déclencher. Marc se leva, lentement, et marcha jusqu'à un panneau d'information. Il chercha le vol pour Bordeaux. Départ dans 15 minutes. Complet. Il s'en voulut. Il aurait dû réagir plus vite. Il aurait dû leur parler. Mais comment? Et pour dire quoi? Il avait quitté Camille avec la froideur d'un homme obsédé par l'héritage, persuadé que l'amour ne suffisait plus. Et maintenant, face à la réalité d'un enfant, d'un fils peut-être, c'était toute sa logique qui s'effondrait. Il quitta l'aéroport sans vraiment savoir où aller. Dans le taxi, les rues de Paris défilaient sous la pluie. Il reconnut les ponts, les façades, les places où ils avaient marché ensemble jadis. Tout lui semblait irréel, comme si cette journée avait eu lieu dans un rêve. Il se demandait s'il avait imaginé tout cela. Mais non, c'était réel. Il avait vu Camille, il avait vu cet enfant. Il avait vu ses propres traits reflétés dans ceux d'un petit garçon qu'il ne connaissait pas. De retour chez lui, il marcha lentement dans les couloirs de sa maison. Il s'arrêta dans leur ancienne chambre. Le tiroir de la table de nuit, celui qu'il n'ouvrait jamais, l'attira comme un aimant. Il s'assit, l'ouvrit et retrouva la lettre. Toujours là, toujours intacte. Il la prit dans ses mains. La lumière tombait doucement sur le papier. « Johnny !» Il hésita. Puis, comme chaque fois, il la reposa sans l'ouvrir. Il savait qu'il ne pouvait plus ignorer la vérité. Il y avait un mystère qu'il devait élucider. Une vérité qu'il avait fui trop longtemps. Il ne pouvait plus rester prisonnier de ses regrets, de son orgueil, de ses choix passés. Le regard de Camille, silencieux mais brûlant, avait tout changé. Et pour la première fois depuis 7 ans, Marc Delacroix ressentit autre chose que l'amertume ou la nostalgie. Il ressentit une nécessité, celle de comprendre, celle de savoir, et peut-être, juste peut-être, celle de réparer. Marc ne dormit pas cette nuit-là. Le souvenir de Camille et de son regard paisible, de l'enfant à ses côtés, hantait chaque recoin de sa conscience. Au matin, il était déjà dans son bureau, des cernes profondes, soulignant son visage tendu. Il avait repris le contrôle de sa vie en un claquement de doigts, comme s'il s'agissait d'un dossier urgent, d'un problème à résoudre. Mais cette fois, ce n'était pas une stratégie d'entreprise. C'était sa propre histoire qu'il devait démêler. Il composa le numéro d'un ancien collègue, Lucien Malraux, un expert en sécurité privée et ancien gendarme reconverti en détective. Ils avaient travaillé ensemble à quelques reprises sur des cas de fraude interne. Lucien accepta immédiatement la mission. Marc ne lui donna que peu d'informations. Il voulait savoir où Camille vivait, ce qu'elle faisait, avec qui elle vivait, et surtout tout ce qui concernait l'enfant. « Je veux tout. » Sans exception, avait-il dit d'une voix sèche. 3 jours plus tard, une enveloppe fut remise en main propre à la réception de l'immeuble Delacroix. Pas de version numérique, pas de traces. Marc attendit d'être seul chez lui pour l'ouvrir. Il s'installa dans son bureau, ferma les rideaux, coupa son téléphone, puis brisa le seau de cire noire que Lucien utilisait encore comme une signature personnelle. À l'intérieur, un rapport méticuleux avec photo, adresse, horaire. Camille vivait à Bordeaux, dans un quartier résidentiel calme, proche d'une école primaire. Elle enseignait toujours, mais cette fois dans un établissement communautaire. Sa maison était modeste, charmante, avec un petit jardin soigné et des rideaux brodés aux fenêtres. Sur plusieurs clichés, on la voyait marchant main dans la main avec le garçon. Il s'appelait Jules, Jules Delacroix. Ce nom résonna dans la tête de Marc comme une cloche lointaine et familière. Il relut 2 fois, puis une 3e. Le rapport précisait que Jules avait environ 6 ans, était scolarisé dans une école de quartier, et que Camille ne semblait pas avoir de compagnon ou de visite masculine régulière. Tout indiquait qu'elle l'élevait seule. Mais une phrase attira particulièrement l'attention de Marc. Le détective écrivait « La filiation de l'enfant reste officiellement ambiguë. Selon les archives civiles consultées, aucun père n'est mentionné sur l'acte de naissance. L'enfant porte néanmoins le nom de Delacroix. La possibilité d'une adoption existe, mais certains documents semblent en contradiction, notamment la mention d'une hospitalisation de la mère quelques jours après l'accouchement à la maternité Saint-André de Bordeaux. Marc sentit son cœur se contracter. Si Camille avait accouché à Bordeaux, peu après leur séparation, alors il n'y avait pas de doute. Jules était son fils, et elle ne lui avait rien dit.
Elle avait traversé une grossesse seule, avait donné naissance seule, avait affronté les nuits blanches, les pleurs, les peurs, sans jamais chercher à le contacter. Et pourtant, elle avait donné à leur enfant son nom, sans y être obligée. Il regarda les photos pendant longtemps. Jules courait dans un jardin public, dessinait avec des craies de couleur sur le trottoir, riait aux éclats sous un arrosoir. Chaque geste, chaque sourire, chaque ombre sur son visage confirmait ce que Marc savait déjà dans ses tripes. Ce garçon était de lui. Le même regard concentré quand il construisait une tour de Lego. Le même froncement de sourcils que lui enfant sur les rares photos conservées. Le même éclat dans les yeux. Mais alors, pourquoi Camille avait-elle gardé le silence? Pourquoi ne pas avoir écrit, appelé, frappé à sa porte? Il se rappela leur dernière conversation. Le ton glacial de ses mots, son refus de lire sa lettre, sa volonté aveugle de couper tout lien. Peut-être avait-elle simplement compris qu'il ne voulait pas savoir, que dans sa colère et son orgueil, il avait déjà tourné la page, même si elle portait une vie en elle. Il relut encore une fois la conclusion du rapport. Camille vivait simplement, discrètement. Elle ne cherchait pas à se cacher, mais elle ne revendiquait rien non plus. Elle avait élevé Jules seul, avec amour et dignité. Et lui, Marc Delacroix, avait passé 7 ans dans une maison vide à se morfondre sur un héritage qu'il croyait à jamais perdu, alors qu'un fils l'attendait quelque part. Il referma le dossier. Ses mains tremblaient. Ce n'était plus une question de curiosité. C'était une urgence, un appel viscéral. Il ne pouvait plus rester spectateur. Il devait aller à Bordeaux. Il devait la voir, lui parler, comprendre, demander pardon. Et s'il en était encore temps, essayer d'exister dans la vie de ce petit garçon qu'il n'avait jamais tenu dans ses bras. Le lendemain matin, à la première heure, Marc monta dans un train en direction de Bordeaux. Il avait hésité à prendre un vol privé comme à son habitude, mais quelque chose en lui réclamait la lenteur. Le temps de penser, d'absorber ce qu'il s'apprêtait à faire. Durant les 3 heures de trajet, il relut le dossier de Lucien, s'attarda sur les photos, mémorisa les détails de la maison, de l'école, des habitudes de Camille. Il essayait d'anticiper ce qu'il allait dire, mais chaque tentative de scénario s'effondrait sous le poids de l'émotion. Arrivé à Bordeaux, il prit un taxi jusqu'au quartier résidentiel mentionné dans le rapport. Les rues étaient de calme, bordées de platanes et baignées dans la lumière dorée d'un après-midi de printemps. Il descendit devant la maison de Camille, s'attarda devant la grille. C'était une bâtisse simple, aux volets verts, avec des jardinières fleuries aux fenêtres. Un vélo d'enfant était appuyé contre le mur. Il resta là plusieurs minutes, sans bouger, incapable d'aller plus loin. Il se décida finalement à marcher jusqu'à l'école, à quelques rues de là. Les enfants sortaient peu à peu, courant vers leurs parents. Il la vit au loin. Camille, debout près du portail, saluait une collègue. Jules sortit en courant, un sac à dos trop grand sur les épaules, et se jeta dans ses bras. Ils rirent. Ils s'éloignèrent ensemble, sans voir l'homme qui les observait à distance, caché derrière un arbre. Marc resta là, le souffle court. La scène était belle, tendre, et douloureusement inaccessible. Il n'avait pas le droit de s'en approcher. Pas encore. Mais il ne pouvait plus rester spectateur. Quand elle passa devant lui, il fit un pas en avant. Camille. Elle s'arrêta net. Jules la tenait par la main. Elle tourna lentement la tête. Leurs regards se croisèrent de nouveau, cette fois sans la distance de l'aéroport, sans la foule pour les dissimuler. Elle serra la main de son fils comme pour s'assurer qu'il était là. Marc, lui, ne savait que dire. « Je suis venu pour comprendre, pour te parler, pour lui. » Elle le dévisagea, calme. Son visage ne trahissait ni colère, ni panique, seulement une profonde retenue. Elle fit signe à Jules d'entrer quelques minutes dans la cour de l'école où des enfants jouaient encore sous la surveillance d'un surveillant. Puis elle se tourna vers Marc. « Tu n'as pas lu la lettre, n'est-ce pas ?» Il baissa les yeux. Ce seul détail, elle le devinait. Déjà, elle soupira. « Tu ne voulais rien savoir à l'époque. Tu avais déjà tout décidé. J'étais brisé, aveuglé. J'ai eu tort. Et maintenant ?» Il releva la tête, les yeux humides. « Maintenant, je veux savoir qui il est. Je veux savoir qui tu es devenu. Je veux comprendre ce que j'ai perdu. Et si j'ai encore une chance de réparer. » Camille croisa les bras, le regard toujours posé sur lui.
Tu n'es pas venu pour lui, pas encore. Tu es venu pour soulager ta conscience. Ce n'est pas vrai, j'ai vu ses yeux, j'ai vu mon visage sur le sien. Elle sembla fléchir légèrement. Une ombre de douleur passa dans ses traits. Tu n'étais pas là quand j'ai appris que j'étais enceinte. Tu n'étais pas là quand il est né. Quand il a eu peur pour la première fois. Quand il a fait sa première chute. Quand il m'a appelé maman. Tu l'as effacé avant même de savoir qu'il existait. Marc sentit la morsure de ses mots, mais ne répondit pas immédiatement. Il savait qu'elle avait raison. Il inspira profondément. « Dis-moi ce que je dois faire. Dis-moi ce que je dois être. Je ne veux pas juste passer. Je veux mériter d'être là. » Camille resta silencieuse un long moment, puis elle regarda vers Jules, qui riait en jouant à cache-cache derrière un buisson. « Il ne sait rien de toi. Il croit que son père n'a jamais voulu exister. Si tu veux lui prouver le contraire, alors commence par ne pas tout bousculer. Observe, apprends, et surtout, sois patient. » Elle tourna les talons, le regard encore dur, mais pas fermé. Puis elle alla chercher Jules. Main dans la main, ils s'éloignèrent, mais cette fois, elle se retourna une dernière fois. Juste une seconde, et dans ce regard furtif, Marc vit une lueur différente, un possible commencement. Le lendemain, Marc revint dans le quartier discret où vivait Camille, vêtu simplement, tentant de ne pas trahir l'homme qu'il avait été. Distant, inaccessible, enfermé dans ses principes. Il avait pris une chambre dans un petit hôtel non loin de l'école, dans l'un de ces établissements modestes qu'il n'aurait jamais choisi autrefois. Il voulait être proche, sans envahir, attentif, sans imposer. Il ne savait pas exactement comment procéder, mais il avait compris une chose essentielle. Il ne s'agissait plus de lui. Pendant plusieurs jours, il observa de loin. Il vit Camille accompagner Jules à l'école chaque matin, souvent en s'insitant, discutant avec d'autres parents, toujours avec une bienveillance douce. Il vit le garçon jouer dans le jardin, dessiner sur la terrasse, courir derrière un ballon. Il le vit rire, tomber, se relever, et à chaque instant, il sentait en lui un mélange d'admiration et de déchirement. Il n'avait rien vu de ses premières années, et pourtant quelque chose en lui, viscéral, s'ancrait chaque jour un peu plus. Cet enfant était à lui, son sang, sa chair, son reflet. Un jeudi, Camille sortit seule, en fin d'après-midi. Marc la suivit à distance respectueuse jusqu'à un petit café où elle s'installa avec un livre. Il hésita, puis entra. Elle le vit s'approcher, referma son ouvrage, le regard neutre. « Tu ne sais pas abandonner, » murmura-t-elle. « Je ne veux pas cette fois. » Elle soupira et l'invita à s'asseoir. « Ah. » Ils restèrent silencieux un moment, deux étrangers liés par une histoire encore inachevée. « Tu veux entendre l'histoire ? La vraie ?» dit-elle soudain sans le regarder. « Oui, je t'en supplie. » Elle posa les mains à plat sur la table. « 3 semaines avant que tu ne demandes le divorce, j'ai appris que j'étais enceinte. J'avais fait un test à la pharmacie, seule. Tu étais enfermée dans ton bureau depuis des jours. Je t'ai entendu appeler un avocat. J'ai su que tu avais déjà pris ta décision. » Il voulut parler, mais elle leva la main. « Laisse-moi finir. J'ai essayé d'attendre le bon moment. Je voulais que tu sois prêt à m'entendre. Mais tu étais glacé. Tu ne me regardais plus. Je t'ai quitté sans rien dire parce que je croyais que tu n'aurais jamais voulu de cet enfant. Tu m'avais dit, mot pour mot, « Je ne peux pas vivre sans un héritier. Je refuse de continuer dans un mariage stérile. » Tu n'as jamais pensé que les choses pouvaient changer. Marc avait baissé la tête, honteux. « Je ne savais pas. Je n'ai jamais su. Tu ne voulais pas savoir. Tu étais trop occupé à te battre contre ce que tu ne pouvais pas contrôler. Trop concentré sur ton nom, ton image, ton empire. J'étais une variable de ton échec. » Elle marqua une pause, la voix légèrement tremblante. « Quand Jules est né, j'ai pensé un instant t'écrire, mais j'avais trop peur. Peur que tu veuilles le prendre pas pour lui, mais pour toi, pour ton ego, pour ton besoin d'héritier. Alors j'ai choisi de protéger cet enfant, de lui offrir une vie paisible sans drame, sans guerre d'orgueil. Et tu lui as donné mon nom, parce qu'il est de toi. Et malgré tout, je voulais qu'il sache d'où il venait. Un jour, quand il serait prêt. » Marc sentait une douleur sourde grandir en lui. Il comprenait enfin l'étendue du mal qu'il avait causé, par ses absences, par ses silences, par sa fuite. Il aurait voulu revenir en arrière, être là à chaque instant,
Mais il ne pouvait que regarder le présent et espérer y faire germer autre chose. « Je ne veux rien te prendre, Camille, ni lui ni ta vie. Je veux seulement réparer, apprendre, être là. » Elle le fixa longuement, comme si elle pesait ses mots. « Alors commence par être humble, par admettre que ce n'est pas à toi de décider du rythme. Si tu veux une place dans la vie de Jules, tu devras gagner sa confiance, pas en tant que père au début, en tant qu'homme capable d'aimer sans condition. » Marc acquiesça. Il comprenait. Il n'était plus ce qu'il croyait être. Ni un mari, ni un père. Seulement un homme face à son passé. Et devant lui, peut-être, l'infime chance d'un avenir. Les jours suivants furent faits de prudence, de gestes mesurés et de silence observé avec soin. Marc ne tenta plus d'imposer sa présence. Il suivait à distance, parfois s'arrêtant à un coin de rue, parfois prenant un café à la terrasse d'en face. Il voulait être là sans être envahissant, visible sans s'imposer. Camille l'avait autorisé à commencer cette approche, mais elle avait été claire. Tout dépendrait de lui. Et surtout, tout dépendrait de Jules. C'était un samedi, matin ensoleillé, quand Camille l'appela pour la première fois. Elle ne proposa pas de rencontre formelle, pas de discussion sérieuse. Elle lui dit simplement « Il va à son atelier de dessin, tu peux l'y voir si tu veux. » Il comprit l'importance du moment. Ce n'était pas une invitation, c'était un test, une ouverture fragile. Il se rendit donc à la petite maison de quartier où les enfants s'assemblaient pour peindre, dessiner, découper. Il resta dehors à travers la vitre, observant Jules concentré sur une feuille, la langue entre les dents comme s'il peignait une œuvre d'art inestimable. À la fin de l'atelier, Camille l'attendait sur le trottoir. Jules sortit en courant, brandissant fièrement son dessin. « Tu veux voir ?» demanda-t-il à Marc qui s'approchait lentement. Marc s'agenouilla. « Avec plaisir. » Le garçon lui tendit la feuille. C'était une maison, un arbre, un chien, maladroitement dessiné mais plein de vie. « Et ça, c'est maman, » dit-il en pointant une silhouette aux cheveux bruns. « Et ça, c'est moi. »« Tu es très doué, Jules. »« Tu me connais ?» demanda le garçon, les yeux plissés de curiosité. Marc jeta un regard à Camille. Elle ne dit rien, le laissant choisir ses mots. « Pas encore, mais j'espère bien. » Jules haussa les épaules, puis repartit en courant vers le jardin. Camille s'approcha. « Il est curieux et gentil, mais il sent tout. Si tu le déçois, il ne reviendra pas en arrière. Il est comme toi, tu sais, fier, entier. » Marc acquiesça, touché. Le parallèle le bouleversait. Les semaines passèrent ainsi. Petite rencontre fortuite organisée par Camille, marché du dimanche, après-midi au parc. Peu à peu, Jules s'habituait à la présence de cet homme grand et silencieux, qui l'écoutait avec attention, qui riait à ses blagues maladroites, qui apprenait à dessiner des dinosaures avec lui. Un lien naissait, fragile, encore sans nom. Mais un soir, alors qu'ils marchaient tous trois dans le quartier, Jules s'arrêta brusquement. « Maman, c'est mon papa ?» Camille s'arrêta, surprise. Elle regarda Marc, puis Jules. « C'est un ami très proche, » répondit-elle, prudemment. « Parce que j'ai pas de papa, » dit Jules, comme s'il récitait une vérité souvent répétée. Marc se pencha, le cœur serré. « Tu sais, parfois, les papas mettent du temps à arriver, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas. Parfois, ils se perdent. Et après, ils font tout pour se retrouver. » Jules le regarda sans rien dire. Il semblait réfléchir profondément. Puis, il hocha la tête et reprit sa marche. Camille, elle, restait silencieuse. Ce soir-là, ils parlèrent, longuement. « Tu dois comprendre une chose, dit-elle dans la pénombre du jardin. Ce n'est pas à cause de la douleur que j'ai peur, c'est à cause de lui. Il mérite de ne pas être blessé. Tu as déjà brisé quelque chose entre nous. Si tu viens à lui, tu dois rester. Je resterai. Tu ne peux pas en être. Certain, tu es habitué à tout contrôler, à disparaître quand ça ne va pas. Je n'étais pas prêt, aujourd'hui je le suis. Il est mon fils. Il est ton fils, oui, mais pas ton jouet, ni ton trophée. Tu ne peux pas entrer dans sa vie pour soulager ta peine, tu dois construire avec lui, jour après jour. Et même si je sais que tu regrettes, ça ne suffit pas. Le pardon, Marc, ça se mérite. » Il resta silencieux, les mots étaient durs mais justes. Il comprenait enfin ce que cela signifiait, aimer sans condition. Être père, ce n'était pas seulement transmettre un nom, c'était rester dans les jours simples, les matins gris, les nuits fiévreuses.
c'était être là sans se faire prier. Et il était prêt. Marc avait toujours vécu dans la planification, la conquête et la performance. Mais rien ne l'avait préparé à l'imprévisibilité douce et féroce d'un enfant. Chaque jour à Bordeaux était une découverte, un apprentissage brutal d'humilité. Il avait renoncé à son quotidien parisien, démissionné temporairement de ses fonctions à la tête de sa société, confié les rênes à ses associés et loué un petit appartement dans un immeuble discret à 10 minutes de la maison de Camille, sans décoration, sans faste, juste un lit, une table, une machine, à café. Il ne voulait pas reproduire son ancienne vie ici. Il voulait recommencer. Les premières semaines furent silencieuses. Camille observait, Jules aussi, mais Marc tenait. Il se levait tôt, faisait ses courses au marché du coin, apprenait à cuisiner avec des livres simples. Il découvrait qu'un plat de pâtes pouvait être une victoire, qu'un dessin accroché au mur pouvait être un trésor. Et peu à peu, il trouva sa place dans cette ville qui n'était pas la sienne, dans ce rôle qu'il n'avait jamais appris. Le lien avec Jules grandissait sans bruit. Ils partageaient des moments fugaces, une partie d'échecs improvisée, un film d'animation, un après-midi à monter une maquette d'avion. Marc s'impliquait aussi dans les activités locales. Il s'était inscrit à un cours de cuisine communautaire, animé par une association. Un jour, Jules l'accompagna. Ils préparèrent ensemble une tarte aux pommes, le garçon la main, pleine de farine, riant aux éclats quand Marc fit tomber un œuf par terre. Camille, qui était passée les chercher à la fin de l'atelier, les trouva en train de nettoyer ensemble les ustensiles. La scène la frappa. Elle ne dit rien, mais ses yeux s'adoucirent. Pour la première fois depuis des années, elle sentit une forme d'équilibre s'installer. Mais tout n'était pas simple. Jules posait parfois des questions dures. « Pourquoi t'étais pas là quand j'étais petit ?» Marc ne mentait jamais. « Parce que j'étais stupide, j'avais peur. Je ne savais pas ce que j'allais rater. Et je ne veux plus jamais rater un seul jour. » Parfois, Jules se taisait. Parfois, il changeait de sujet. Mais il revenait. Il posait les questions qu'il portait en lui depuis toujours, même sans savoir. Un vendredi, alors qu'ils rentraient tous les trois à pied d'une exposition scolaire, Jules serra la main de Marc un peu plus fort. « Tu restes demain ? On fait les crêpes avec maman. » Bien sûr que je reste. Ce « on » fut un point de bascule. Marc sentit que quelque chose avait changé. Il n'était plus un étranger. Il était devenu partie du « nous ». Camille, elle, se montrait prudente. Il n'avait pas parlé d'eux, pas évoqué le passé amoureux. Ils fonctionnaient comme deux adultes alliés dans une mission plus grande, protéger l'innocence d'un enfant. Mais certains gestes revenaient, une main qui frôle, un regard prolongé, une complicité tacite. Ils partagèrent désormais une routine nouvelle, faite de silences confortables et de petites responsabilités partagées. Une nuit, Jules fit un cauchemar. Il appela. Camille se leva, mais lorsqu'elle arriva dans la chambre, elle vit que c'était Marc que l'enfant appelait. Elle resta à la porte. Elle le vit s'asseoir près du lit, murmurer quelques mots, poser une main douce sur le front de l'enfant. Il resta là, jusqu'à ce que Jules se rendorme. Le lendemain, elle lui offrit un café silencieuse. Puis dit « Tu deviens ce qu'il attendait. J'aurais voulu être là avant. Tu es là maintenant. » Ils ne dirent rien de plus, mais l'air semblait plus léger, plus habité. Marc se rendit compte qu'il ne cherchait plus à être pardonné. Il voulait seulement être digne de ce qu'il avait retrouvé. Et chaque sourire de Jules, chaque soupir de confiance de Camille, était une victoire intime qu'il chérissait comme une bénédiction. Le printemps avait installé ses couleurs sur les rues tranquilles de Bordeaux. Les arbres en fleurs, les rires d'enfants dans les cours d'école, le chant lointain des oiseaux, tout semblait annoncer une forme de renouveau. Pour Marc, ces semaines passées auprès de Jules et de Camille n'étaient pas seulement une réinvention de sa vie, mais une mue lente, profonde, silencieuse. L'homme qu'il avait été autrefois lui semblait désormais étranger. Chaque matin, en se rasant dans la petite salle de bain de son appartement spartiate, il voyait dans le miroir un regard un peu plus serein, un peu moins habité par la peur. Ce fut lors de la fête de fin d'année scolaire que le changement s'imposa avec une clarté bouleversante. L'école avait organisé une représentation. Les enfants avaient répété pendant des semaines et Camille, toujours engagée, faisait partie du comité d'organisation. Marc, invité par Jules, s'était présenté à l'heure, vêtu sobrement. Il s'était assis au fond de la salle, dans l'ombre des parents qui se pressaient pour filmer,
applaudir, immortaliser. Le spectacle était simple, joyeux, parfois maladroit mais touchant dans sa sincérité. Jules apparut, vêtu d'un déguisement de petit explorateur. Il déclama une courte fable avec sérieux, puis se plaça au centre de la scène avec les autres enfants. L'enseignante leur posa alors la question rituelle de chaque fin d'année. « Qui est votre plus grande inspiration ?» Les enfants levèrent la main, des réponses jaillirent. « Ma maman, mon grand frère, le vétérinaire ?» Puis Jules leva la main timidement. L'enseignante hocha la tête. « Mon papa, dit-il. » Un silence s'installa. Dans la salle, plusieurs regards se tournèrent vers Camille. Elle, figée, fixait son fils, incapable de réagir. « Mon papa, même s'il est arrivé tard, il m'a appris qu'on peut réparer ce qu'on a cassé. Il sait faire des crêpes. Il écoute mes histoires. Et il reste quand j'ai peur, la nuit. » Marc sentit sa gorge se nouer. Il n'entendit pas les applaudissements. Il n'entendit plus rien. Son regard croisa celui de Camille. Elle se leva soudainement et quitta la salle à pas rapides. Il hésita, puis la suivit. Il la trouva dehors, près d'un banc, la tête baissée, les épaules tremblantes. Il s'approcha doucement. « Camille ?» Elle se retourna. Des larmes coulaient librement sur ses joues. Pas des larmes de douleur, des larmes d'émotion brute, de soulagement peut-être, de peur enfin relâchée. « Il t'aime », murmura-t-elle. « Il t'a choisi. » Marc s'assit à côté d'elle, incapable de contenir ses propres larmes. « Je n'ai rien fait pour mériter ça. Tu es resté, tu t'es battu, tu n'as pas fui. » Elle le regarda longuement, sans filtre. Leurs visages si proches, leurs souffrances désormais connues, leurs erreurs reconnues sans besoin de les répéter. « Je t'ai haï, Marc, pendant des années, mais je t'ai aussi aimé plus que tout, et te voir devenir cet homme me réconcilie avec ce que nous étions. » Il prit sa main. Elle ne la retira pas. « Tu peux me pardonner? Pas seulement pour moi, mais pour Jules aussi. Je suis en train de le faire. Pas d'un coup, mais chaque jour, un peu plus. » Le reste de la soirée se passa comme dans un rêve. Jules sauta dans leurs bras après le spectacle, fier, insouciant, heureux. Ils rentrèrent ensemble, à pied, en silence, main dans la main. Marc comprit ce soir-là que le pardon n'était pas un acte. C'était un chemin. Et pour la première fois depuis des années, il avait la certitude qu'il n'était plus seul à marcher. L'été s'installa sur Bordeaux avec une douceur rare, enveloppant la ville d'une lumière tiède et dorée. Le quartier où vivait Camille semblait ralentir. Les enfants jouaient plus longtemps dans les rues, les voisins se saluaient avec plus de lenteur, et les volets restaient ouverts jusqu'à tard. Pour Marc, cette saison devint celle de la transition, de la respiration nouvelle. Il ne vivait plus dans l'attente fébrile d'un signe, ni dans la peur d'être rejeté. Il s'était installé dans un quotidien discret mais solide, fondé sur des gestes simples, sur une routine partagée. Il passait désormais ses fins de semaine en famille. Le mot longtemps oublié avait repris un sens tangible. Le samedi matin, il emmenait Jules au marché, où l'enfant adorait choisir les fruits, tout seul comme un grand. Le dimanche, il lisait avec lui, l'installant sur ses genoux pendant qu'il découvrait les aventures d'un petit renard ou d'un pirate rêveur. Le lundi, il reprenait ses projets à distance depuis son appartement, sans jamais quitter la ville. Camille, de son côté, laissait peu à peu tomber ses barrières. Elle ne disait rien de définitif, mais son regard n'était plus fermé. Elle l'invitait parfois à dîner, d'abord par politesse, ensuite par habitude, puis, sans qu'aucun mot ne soit nécessaire, par volonté réelle de partager. Ils cuisinaient ensemble, Marc coupant les légumes pendant qu'elle surveillait la cuisson, les deux échangeant des anecdotes sur Jules, riant parfois des maladresses de l'un ou des manies de l'autre. Un soir, alors que Jules dormait déjà, Camille s'assit sur la terrasse, une tisane fumante entre les mains. Marc la rejoignit. Le silence entre eux n'était plus une distance, mais une forme d'accord. Elle tourna la tête vers lui. « Tu sais que je n'ai jamais cessé d'imaginer ce que tu dirais en le voyant naître. » Il ne répondit pas immédiatement. Il fixait le ciel, où quelques étoiles percèrent la nuit. « J'aurais pleuré, dit-il enfin, et je t'aurais supplié de me pardonner. Il était minuscule, fragile, et je n'avais personne à appeler. J'ai passé la nuit à le regarder dormir. » Marc ferma les yeux, imaginant cette scène. Elle continua. « J'ai appris à ne pas attendre, à ne pas espérer. Mais quand je t'ai vu à l'aéroport, avec ce regard, j'ai su que quelque chose avait changé. Tout avait changé.
Et maintenant? Maintenant, je n'ai besoin de rien d'autre que d'être ici, avec vous. Elle posa doucement sa main sur la sienne. Ce simple geste contenait une confiance encore timide, mais réelle. Pas un retour en arrière, pas une déclaration enflammée, juste une reconnaissance. Il faisait à nouveau partie de leur monde. Jules, lui, semblait pleinement épanoui. Il dessinait des scènes familiales où Marc était toujours présent. Il racontait ses journées avec un enthousiasme qu'il n'avait jamais eu avant. Et surtout, il avait cessé de poser certaines questions. Comme s'il avait compris que, désormais, les réponses viendraient non pas par des explications, mais par la constance. Marc lui construisit une cabane dans le jardin. Un simple assemblage de bois et de tissus avec un drapeau de pirates fabriqué ensemble. Jules l'appelait le Fort des Trois et insistait pour que ses parents y prennent le goûter avec lui. Le samedi, un soir alors que Camille rangeait la vaisselle, Jules tira Marc par la main. « Papa, tu peux me lire mon histoire ?» Ce mot, lancé avec tant de naturel, brisa quelque chose en lui. Il ne dit rien à Camille, mais elle avait entendu. Elle s'arrêta un instant, un léger tremblement dans ses gestes, puis sourit doucement. Marc monta dans la chambre de Jules. Le garçon s'installa sous sa couverture et lui tendit le livre. « Tu sais, c'est bien que t'es resté. »« Oui, et je resterai. »« Toujours, toujours. » Et dans cette promesse, il n'y avait ni poids ni peur. Seulement la vérité simple d'un homme qui avait tout perdu et qui, peu à peu, reconstruisait non pas ce qu'il avait eu, mais ce qu'il n'avait jamais su espérer. L'été touchait à sa fin, et Bordeaux, baigné par les derniers rayons dorés de septembre, semblait retenir son souffle avant l'arrivée de l'automne. Le rythme des jours s'était stabilisé pour Marc, Camille et Jules. Ce n'était plus une transition, c'était devenu un mode de vie. Rien n'avait été dit de façon solennelle entre les adultes, mais tout était devenu évident dans les silences partagés, les regards confiants, les habitudes enracinées. Et un dimanche matin, comme tant d'autres depuis leur fragile réconciliation, ils partirent en promenade le long de la Garonne. Jules courait en avant, un bâton à la main, explorant chaque recoin, chaque bosquet, chaque pierre plate. Camille marchait lentement à côté de Marc. Le fleuve brillait d'une lumière douce. Leurs mains se frôlèrent plusieurs fois sans s'attraper. Puis, naturellement, Marc glissa ses doigts entre les siens. Elle ne les retira pas. Ils s'arrêtèrent, près d'un banc, sous un platane centenaire. Jules jouait à quelques mètres. Marc regarda l'eau, puis Camille. « Tu sais, il y a 7 ans, j'ai tout perdu en croyant tout contrôler. Aujourd'hui, j'ai l'impression de ne rien posséder, et pourtant, j'ai ce qui compte le plus. » Elle tourna la tête vers lui, le regard paisible. « Tu n'as rien perdu. Tu t'es seulement éloigné, et tu as eu la chance de pouvoir revenir. » Il soupira. « Je pense souvent à cette lettre, celle que je n'ai jamais lue. Elle est toujours là, chez moi, fermée, jaunie, intacte. »« Tu n'as plus besoin de la lire, dit-elle. Tout ce que j'y ai écrit, tu es en train de le vivre et de le comprendre. » Ils restèrent silencieux. Jules revint vers eux en courant, fier d'un caillou plat trouvé près de l'eau. « On peut le lancer loin ?» demanda-t-il. Marc prit le galet, s'agenouilla et montra à son fils comment le faire ricocher. Le caillou sauta 3 fois avant de sombrer. Jules éclata de rire, puis tenta à son tour. « 3 rebonds. T'as vu, maman ?»« J'ai vu, mon cœur. » Ils reprirent la marche lentement, sans se presser. Le vent léger faisait danser les feuilles. Les passants les saluaient d'un signe de tête. Personne ne savait ce qu'ils avaient traversé. Personne ne pouvait deviner le poids de leur silence, la profondeur de leurs cicatrices, ni la lumière douce de leur reconstruction. Camille s'arrêta un instant, fixant le fleuve. « Je n'aurais jamais cru que nous serions à nouveau ici, ensemble. »« Moi non plus, » admit Marc, « mais je remercie chaque jour pour cette seconde chance. Elle n'est pas tombée du ciel, tu es venu la chercher. » Il sourit. « Et je resterai pour l'honorer, pour vous honorer. » Elle le regarda, longuement. Puis s'approcha, posa sa tête contre son épaule. « Tu as encore peur de ne pas laisser de traces ? » ?»« Non, parce que Jules est là, et toi aussi. Vous êtes mon héritage. » Jules les appela un peu plus loin, courant vers un arbre creux où il avait aperçu un chaton endormi. Marc et Camille le rejoignirent. Ils s'assirent dans l'herbe simplement, comme une famille, pas parfaite, mais entière. Et dans le murmure du vent, le bruit du fleuve, les rires d'enfants, Marc comprit que l'histoire n'était plus un fardeau. Elle était devenue un lieu, un refuge, un foyer,